bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de livres. Parlons de livres, notre émission hebdomadaire destinée à promouvoir la lecture. Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est différent. Nous recevons un écrivain dans un contexte assez différent, parce que cette fois c'est en direct, voilà, et non plus par Zoom. Alors aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Monsieur Alban Désiré Afen. Voilà. Monsieur Afen, bonjour. Madame Léa, bonjour. Quel plaisir, hein? Plaisir de vous avoir aujourd'hui. Ça fait quand même un moment qu'on reporte ça. Le plaisir est partagé. Vous êtes très occupé. Je suis très occupé. Et puis l'année est en train de finir et je me suis dit, il faut que je n'ose ce rendez-vous. Donc voilà. Vraiment, ça nous fait plaisir. Vraiment, merci. Hein. Nous remercions Monsieur Afen d'être ici aujourd'hui parce que nous allons donc parler de son livre Une étrange saison sèche. Voilà. Donc vous voyez, un beau livre. Regardez la couverture. De belles tulipes. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu les belles tulipes? Vous avez les tulipes? Je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement les fleurs, mais j'ai un rapport étrange avec les tulipes jaunes. Et quand j'écrivais le roman, je l'avais terminé, je cherchais une couverture. Je suis tombé sur cette image, et puis là, moi j'ai été attiré parce que ce sont des tulipes. Et puis, comme ça, je dis que je vais la mettre sur le livre, je vais voir ce que ça donne. Je l'ai mise, j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit, oui, mais il faut qu'il y ait un rapport entre ce qu'il y a dans le livre et quand même les tulipes jaunes. Donc j'ai dû réécrire certains passages du livre pour pouvoir garder l'image des tulipes jaunes sur le... Le livre était déjà terminé, mais comme il fallait qu'il y ait un lien, je suis donc allé réécrire... certains passages. Waouh, c'est réussi. Hein. Il faut lire le livre pour comprendre. C'est vraiment réussi. Les tulipes, lisez le livre, vous allez comprendre pourquoi les tulipes sont sur la couverture. En tout cas, c'est super, c'est un beau livre. Voilà, donc, alors, Monsieur Afen, on va donc commencer. Nous, on a lu le livre, hein. On est vraiment ravis, on a passé un moment agréable. Moi, pour ma part, je l'ai même relu parce que j'ai tellement aimé. Alors, vous pouvez dire au public, aux personnes qui nous regardent, de quoi vous parlez dans le livre? Alors, le livre parle de la relation d'amour contrarié entre Édouard Valéry Benzangui et Nona Mengue. C'est aussi l'histoire qui est aussi contrariée d'Édouard Valéry avec sa mère. Donc, il y a dans le désamour et dans le lien difficile qu'il a avec sa mère, il est forcé, entraîné à prendre des décisions qui vont à l'encontre de son bonheur. Et donc, je voulais en fait souligner le fait que en n'assumant pas ce qu'on est et par rapport à en questionnant et par rapport à, je voulais questionner la famille en tant qu'incubateur du bonheur, je voulais questionner la cellule familiale. Et les choix que fait Édouard Valéry sont des choix qui sont directement liés à sa relation avec sa mère. Et donc à un moment, il faut qu'il renonce à Nona, juste pour faire plaisir à sa mère. Et vient le moment où cette dernière, il apprend qu'elle se marie. Et là, il est mis en face de lui-même. Et il se demande, mais est-ce que je la laisse partir? Est-ce que vraiment je vais devoir passer à côté de la femme que j'aime simplement parce qu'il faut que je fasse plaisir à maman et tout le... Là, c'était une véritable introspection. Une véritable introspection. Oui. Et donc, il se questionne et il fait un voyage introspectif et puis on arrive donc à la fin de ce livre. Ben ouais, c'est super parce que c'est une belle histoire d'amour, hein. Voilà, il y a beaucoup de thèmes dans le livre, il n'y a pas que cette histoire d'amour. En tout cas, c'est une belle histoire d'amour parce que quand même, grâce à ça, Édouard Valéry, le héros, arrive à faire une introspection, donc se rendre compte en fait d'où viennent ses problèmes. Alors, les problèmes viennent donc du problème de la relation difficile avec sa maman. Oui, hein? Essentiellement. Et voilà, alors moi, ma question quand même, en lisant le livre, je me suis dit, est-ce que toutes les mamans, je ne dirais pas africaines, on va parler du Gabon peut-être, sont aussi en cette relation avec les enfants, elles imposent leur volonté Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vraiment un cas de figure particulier. Ce qui est certain, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de mamans qui ressemblent à la maman d'Édouard Valéry, mais seulement on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'on est dans une société où on idéalise, et à raison certainement, la relation mère-enfant. Donc quand le schéma, la relation ne correspond pas à l'idée, l'icône de la mère Marie à l'enfant Jésus, ça dérange. On ne veut pas en parler. Et même trop souvent dans les familles, même entre les frères et sœurs, quand quelqu'un se rencontre, on ne veut pas aborder le sujet parce que chacun a finalement une relation particulière avec la maman, qui n'est pas la même qu'elle a avec les autres enfants. Et donc on est beaucoup trop, et j'ai finalement compris pourquoi certaines personnes ont besoin d'aller voir un psychologue, parce que les membres de la famille ou les amis sont beaucoup trop impliqués pour pouvoir
gérer la situation. Exact. Vous mettre en face de vous-même et vous amener à prendre les décisions qui s'imposent pour votre propre salut. Oui, je le vois parce que par rapport à la sœur aînée, quand même, de Paul Valéry, elle aurait pu, elle, et en tant que sœur aînée, d'essayer de jouer, si vous voulez, les médiateurs, Voilà. hein, tempérer ce que la maman faisait à Paul Valéry. Mais non, en fait, elle est derrière la maman. Parce qu'on se rend compte que cette maman était tellement forte, elle imposait sa volonté. Et du coup, elle, l'aînée, avait une relation fusionnelle avec la maman. Tout à fait. Elle faisait tout pour plaire à la maman. D'ailleurs, comme vous dit, elle choisit le même métier que la maman. Tellement elle voulait plaire à la maman. Mais finalement, on se rend compte que la relation était toxique. Exactement. Toxique parce que elle, dans ses propres décisions à elle, dans sa vie, c'était pas du beau non plus, quoi. Voilà, effectivement, c'est ça. Donc la mère, c'est Édouard Valéry est le personnage central du roman, mais évidemment la mère est incontournable. C'est elle qui est, c'est le pilier, et elle a, comme vous dites, elle descend sur tous ses enfants de manière assez quand même impressionnante. Ah, oui. Et donc c'est elle qui fait, elle fabrique en fait, elle fabrique leur vie, elle les modèle, elle en a fait des personnes finalement très fragiles. Et à la fin donc, finalement, le roman justement met cette fragilité en exergue et puis montre comment chacun essaie de s'en sortir. Ou plutôt porte son fardeau. Ou porte son fardeau. Oui, à sa manière. Bon, parlant de Édouard Valéry, heureusement qu'il y a cette histoire d'amour quand même, et puis qui l'a plus ou moins aidé à ouvrir les yeux en disant il faut que je fasse un travail sur moi. Et puis bon, la maman quand la maman s'en va. Oui, donc je crois que dans la vie de chacun, il y a toujours un moment, il y a un déclic. Et pour Édouard Valéry, c'est donc le mariage de Nona, où il se rend compte que vraiment il va la perdre. Et là, il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. C'est là que tout, c'est de cet événement que tout part. Oui, mais quand même, Édouard Valéry, en lisant tout ce qu'il fait, il devient en fait un personnage introverti. Parce que ce qu'il fait quand même sort de l'ordinaire. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vais lire ce petit passage. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il est traumatisé, voilà, depuis l'enfance, l'amour de la maman qu'il n'a pas eu, la mère ne voulait pas du tout. Et en plus, lui sortait ouvertement ses sentiments comme ça, je t'aime pas, si ça. Et puis quand elle s'en va, il ne change pas non plus, quoi. Il est plutôt remonté. Parce qu'on peut dire, souvent on dit quand les personnes s'en vont, on revient à nos sentiments. Mais là, dans ce cas, non, il est complètement... Voilà, là, je vais lire le passage qui résume en fait tout ce que Édouard Valéry... Je te le confesse. Alors, il parle à sa maman, tout le long du livre quand même, il y a ce monologue, voilà, où il parle à sa maman. D'ailleurs, il dit à chaque fois autopsie de ci, autopsie de ça. Dans son introversion, il parle d'autopsie. Je te le confesse, j'ai été choquée de te voir dans ton cercueil. Toute ma vie, tu m'as semblé invulnérable. C'est comme si rien ne pouvait t'atteindre. Te voir là, inerte, dans ce cercueil, avec quelque chose de pathétique au regard de la dame de fer que tu as été. Les dames de fer n'ont pas le droit de finir ainsi. Il devait y avoir une autre mort pour des personnes comme toi, des personnes si sûres d'elles, qui se comportent toute leur vie comme s'il n'y avait pas de lendemain, qui n'avaient de temps que pour l'instant présent. Il devait y avoir un endroit où l'on ne vous voit pas mourir. La mort est la tragédie de nos vies. Oui, il est profond ce paragraphe. Il est très profond. Et c'est... Comment je vais dire ça? Oui, parce que finalement nous tous on vit, on ne se pose pas de questions sur demain. On vit comme si demain nous appartenait. Et c'est encore plus difficile quand on est dans le cas d'Édouard Valéry, où on a ce que je vais appeler les personnages, un personnage central comme la mère qui se rend compte que finalement elle est vulnérable. Elle est vulnérable comme le reste du monde. Et tout à l'heure, vous disiez que Édouard Valéry ne change pas, il est resté le même par rapport à son départ. C'est parce qu'il y avait déjà une rupture émotionnelle du vivant de sa mère. Donc ce qui fait qu'au moment où elle s'en va, rien ne se passe en fait, c'est la continuité. Seulement il y a un petit côté enragé, parce qu'en fait il on dirait même un peu cynique. Un peu cynique, oui. Il y a même un petit côté un peu cynique, parce que finalement il n'a pas eu le temps de lui dire certaines choses, et donc il s'engage donc dans ce soliloque. Ah oui, un véritable soliloque, tout seul, là il y va. Oui, il y va, avec effectivement une pincée de cynisme et d'insolence. Tout à
fait. Alors, il y a un autre passage aussi qui nous ramène sur un autre thème, c'est celui des filles mères. Alors, je voulais savoir un peu le rôle du paternel dans la société gabonaise, quoi. Parce que Édouard Valéry, qui a cet enfant avec cette jeune fille, voilà, qui lui-même dit une fille des Mapanes, qu'il l'a eu comme ça en une soirée, et puis elle va abandonner l'enfant au village chez la maman, hein. Elle vit sa vie, elle a ses projets, l'enfant en même temps. Et lui découvre que il a cet enfant. La paternité d'Édouard Valéry est un accident autant qu'elle l'est pour la mère. Mais donc c'est un accident mais qui arrive à deux personnes complètement différentes. Autant chez Paul-Édouard, chez Édouard Valéry, ça va créer quelque chose, autant chez la maman, rien du tout, parce qu'en fait c'est une personne qui n'a aucun repère et qui a des plans de vie qui sont... que sa maternité finalement est venue gâcher. Donc elle a un détachement, un manque d'intérêt total pour son propre enfant. Et alors que Édouard Valéry, lui, il est en train d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. La chose est déjà difficile pour elle parce que les circonstances dans lesquelles il a cet enfant, avec la mère qu'il a, il se dit mais comment est-ce que je vais faire passer la pilule d'abord, parce qu'il se rend compte c'est une mésalliance pour lui, cet enfant avec une fille des Mapanes qui n'a aucun pédigré. Et comment il présente ça à sa famille, lui de qui on attend une certaine attitude, un certain ordre. Voilà, donc il est dans ce dilemme-là. On va préciser qu'Édouard Valéry, normalement, est d'une famille aisée. Hein? Oui. D'où le rôle que la maman d'Édouard Valéry aussi avait. Voilà, exactement. Femme aisée qui attend que tout le monde dans la famille, la fille ne doit pas épouser n'importe qui, le fils doit ramener une femme digne, tout ça, à la hauteur. De notre noblesse. Tout à fait. Alors, du coup, est-ce que c'est fréquent que des filles comme ça, les jeunes filles se retrouvent seules, filles-mères, au Gabon? Oui, c'est... Et pourquoi alors? Pourquoi? Est-ce que les hommes n'assument pas ou c'est juste une façon de faire? Je ne dirais même pas est-ce que c'est culturel. Culturel, je ne sais pas trop, mais bon, moi, de l'endroit où je regarde les choses, j'ai l'impression que la cellule familiale a éclaté et que les gens n'ont plus beaucoup de repères. C'est-à-dire que c'est un peu comme si plus rien ne fait peur. Faire un enfant est devenu un acte finalement très banal. Et les gens ne se rendent pas compte du caractère précieux que c'est que d'emmener une vie sur cette terre. Après, il faut en prendre soin. Moi, je dis souvent, beaucoup mettent des enfants au monde, mais après ne savent pas leur donner la vie. Parce qu'après, il faut être là. Il faut donner à l'enfant les outils, l'amour dont il a besoin pour pouvoir devenir un adulte productif. Et c'est ce qui arrive à Paul Ébry Édouard Valéry plutôt dans ce roman. Parce qu'il vient au monde dans une famille où il y a tout, enfin, il y a une sécurité matérielle du moins. Il a tout, il a de la sécurité matérielle, sauf la sécurité émotionnelle. Oui. Il ne l'a pas, et donc il grandit, il essaie de la trouver, il se cherche, et il y a tous ces événements-là qui vont contribuer à cela. Alors, dans ce cas, c'est la fille, la maman, c'est qui est assez rare, parce qu'en général, c'est la maman qui garde l'enfant. Dans ce cas, c'est la fille. Mais en général, quand même, c'est l'homme qui ne prend pas ses responsabilités. Oui, parce que finalement, c'est beaucoup plus facile pour les hommes de ne pas prendre leurs responsabilités. Mais pourquoi ce phénomène, justement? Déjà, la première chose, je pense, c'est qu'ils ne portent pas les enfants. Donc, il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas souvent de lien direct qui s'installe. C'est le problème de la femme. C'est elle qui enseigne, c'est elle qui porte l'enfant. Il y a aussi l'éducation, l'environnement, la société dans laquelle on évolue. Si évidemment, on évolue dans une société permissive, où après vous n'avez de compte à rendre à personne sur un point... c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas de loi qui impose parce que au système juridique. Même sans loi, c'est-à-dire qu'un pays par exemple comme le Nigeria, où il n'y a pas de loi, mais les gens, culturellement, faire un enfant en dehors des liens du mariage est une abomination. On ne regarde une jeune fille qui fait... Les jeunes Nigérianes grandissent en sachant très bien que je ne ferai pas d'enfant avant le mariage parce que ce sera la honte. Certaines vont même jusqu'à cacher les enfants ou attribuer les enfants à... Enfin, donc, on n'a pas cette culture-là. Chez nous, c'est facile. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact et donc les gens font finalement ce qu'ils veulent. Trop libre, ouais. Quelque part, c'est... Je crois que vous voyez, vous suivez un peu l'actualité un peu aux États-Unis, hein, comme ça se passe. Comme on dit, beaucoup de familles noires, le problème c'est l'absence du papa. Barack Obama d'ailleurs avait fait un discours quand il était sénateur en disant ça, que les enfants qui grandissent sans papa dans la maison ont beaucoup de chances de se retrouver en prison, de ne pas, je sais pas, faire des suites. Il donne des pourcentages, bon, c'est pas en général, hein, c'est pas en général, mais quand même,
on essaie de tenir compte de ça. Mais chez nous, ce ne serait pas une absence. C'est vrai qu'il y a l'absence. Alors, il y a deux sortes d'absence. Moi, j'ai envie de voir ça comme ça. Il y a l'absence physique et il y a l'absence émotionnelle. Parce qu'un père peut très bien être absent tout en étant à la maison avec ses enfants, s'occuper de l'enfant. Donc, c'est finalement même l'absence émotionnelle quand il y a une présence physique, peut même faire beaucoup plus mal que l'absence. Parce qu'au moins, quand le père n'est pas là physiquement, l'enfant a toujours la possibilité d'idéaliser. C'est dire que, bon, voilà, si j'avais eu papa, si j'avais eu, voilà, les choses se seraient passées autrement. Alors que quand il est là et qu'il y a l'absence émotionnelle, c'est encore beaucoup plus difficile à gérer que quand il n'est pas là. Bon, tout compte fait, en fait, tout ce qu'on est en train de dire, moi je crois, le mieux est que le parent prenne ses responsabilités. Marié à la maman, pas marié à la maman, voilà, chaque papa ou maman doit prendre ses responsabilités. Hein, quand on elle les met au monde, ses enfants, ils ont besoin de notre amour, tout ça, il faut prendre des responsabilités. Maintenant, le mariage, c'est autre chose. Tout à fait, c'est vraiment autre chose. Le mariage, c'est autre chose. Bon, la femme gabonaise, voilà, quelle est, je sais pas, sa philosophie par rapport au mariage. Ben, les sociétés culturelles, on vient d'un moule où il est important que, le mariage est important, où il est important qu'une femme soit mariée. Et donc aujourd'hui, ça n'a pas changé, la société s'est modernisée et le cadre donc des choses a changé, les mariages ne sont plus arrangés et le mariage demeure une fin en soi pour la femme africaine. Donc on regarde une femme qui n'est pas, j'ai envie de dire, on la regarde pas mal, mais il y a un certain poids social. Oui, c'est qu'au niveau de l'Afrique, quand même, il y a la pression, quoi. Oh là là, t'as tel âge, t'es pas marié. Dans certaines sociétés, encore plus que d'autres, je parle encore du Nigeria, où effectivement, on n'a pas ça chez nous. Quand une femme a 25 ans, on lui met une sérieuse pression sociale pour qu'elle se marie, justement, et qu'elle commence à créer une famille dans le cadre idéal des liens du mariage. Et chez nous, bon, on laisse un peu, il y a une certaine liberté qu'on laisse. Est-ce que finalement, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que finalement c'est bon de laisser trop de liberté, d'être permissif? Mais moi, je dirais que dans tout, il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Forcer un enfant à se marier, 25 ans, mettre la pression, moi je crois que ce n'est pas la bonne chose à faire. Et être libre aussi, c'est pas pareil, parce que ça donne toutes sortes de dérives. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Et puis bon, les choses, elles viennent quand elles viennent. Hein, voilà, 25 ans, 30 ans, tu trouves l'homme de ta vie, 40 ans, oui, pourquoi pas. Mais bon, on ne va pas non plus forcer un gosse pour des raisons culturelles, forcer une jeune fille de 20 ans à se marier, 20-25 ans, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Je ne pense pas, je ne sais pas. Nous ne sommes pas là pour juger, bon, on en parle. Est-ce que c'est vraiment la solution? Non plus. Il faut peut-être laisser venir les choses et puis peut-être être plus regardant au niveau de la façon de se comporter. Il ne faut pas être trop libertine non plus. Les femmes, tu vois, libertines, qui vient, et puis on se retrouve avec 10 gosses chaque père, c'est vrai que c'est difficile, quoi. Alors, là, on va parler d'un autre sujet également, c'est comment l'auteur l'appelle. Vous avez appelé ce sujet, il faut que je retrouve, c'est au niveau de la mort, comment on gère les deuils. Le protocole, voilà, non, c'est les codes de procédure au moment des deuils. Alors, en fait, il y a le personnage, donc Édouard Valéry appelle ça, il a le code de procédure de la mort. Il est inquiet parce que justement, la relation qu'il a avec sa mère fait qu'il a donc fait le deuil d'elle pendant qu'elle était en vie. Et donc, au moment où elle s'en va, il réalise qu'il n'est pas plus affecté que ça. Et sachant comment se déroule la mort et que la mort chez eux, en Afrique, et là, il se demande, mais comment est-ce que les gens vont percevoir ma distance par rapport à ce qui se passe? Parce qu'à un moment, il faut que je montre un minimum d'émotion et de chagrin, un chagrin qu'il a, mais qui n'est pas celui qu'il aurait eu s'il avait une relation profonde et nourrie avec sa mère. Donc, c'est assez amusant, les petits passages où donc, il est obligé de... Il n'est même pas obligé de se dire qu'il regarde les autres comme une espèce de caméra. Et, il y a beaucoup de recul, en fait. C'est comme s'il était un observateur, c'est tout, il regarde, il juge, il vit sa vie, et puis voilà quoi. Ouais, exactement. Donc, bon, il a donc un code de procédure de la mort, et il se dit, il pense qu'on le regarde respirer, il pense qu'on mais quand même, il en fait des choses, il va à la plage, il va à la plage, il va dans un bar, il va même faire du karaoké. Il a envie de faire des choses qu'on ne devrait pas faire,
pendant qu'au moment où on veille sa mère qui est décédée. Donc lui, il a envie de faire un tas de choses et il les fait. Et il n'a pas finalement peur du regard des autres. C'est ce qui est le plus important. Et il est même au cœur. Hein? Il est même au cœur et cynique. Il n'a pas peur du regard des autres. Et c'est ce qui contribue à sa reconstruction. Voilà. Il arrive à un moment où il dit, malgré ce deuil, il ne s'agira que de moi. Je fais ce que j'ai envie de faire, même si les gens ne le comprennent pas. Voilà ce que je ressens et voilà comment je vais gérer ça. Aussi simplement. Oui, oui. Alors, maintenant, par rapport au veuf ou à la veuve, comment ils sont traités au moment des deuils? Parce qu'il y a un passage où le veuf n'a pas le droit de sortir, il n'accompagne pas sa femme au cimetière, c'est ça? Voilà, ça va dépendre des coutumes, des ethnies, des groupes ethniques, mais évidemment, le veuvage est célébré différemment, mais quand même avec un protocole qui est quand même assez rigoureux. Donc, comme je disais, dans certains groupes ethniques, le conjoint survivant ne voit pas comment on enterre sa femme. Il est enfermé dans une chambre. Dos au mur, non? Ça va dépendre, dos au mur, prostré, d'autres sont allongés, d'autres allongés près du cercueil. Enfin, ça dépend des coutumes. Donc, surtout que nous sommes complètement aujourd'hui détachés de ces coutumes-là. Donc, quand des choses comme ça arrivent aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération regarde ça avec beaucoup de questionnements. C'est difficile à passer parce que on grandit, on vit, on ne vit pas ces choses au quotidien, on ne les apprend pas. Et quelquefois, donc, le deuil arrive et puis soudain, on vous dit, bon, voilà, il faut pas t'approcher de ça, il ne faut pas aller dire au revoir à ta mère, il faut pas... Et comme je dis souvent, quand on est il y a toujours une directrice, quelqu'un qui s'improvise directrice des funérailles. Moi, ma mère est décédée au mois de mars, il y a quelqu'un qui vient... Non, l'auteur appelle les juristes. Voilà. Les juristes. Donc, c'est assez marrant. Oui, très contraignant. Les juristes du deuil, oui. Oui, l'auteur dit. Okay. Mais en tout cas, vraiment, super récit, vraiment, vous étiez tellement inspiré. Alors, avez-vous un message à faire passer en écrivant ce récit? Vous aviez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent? Oui. Je voulais questionner la cellule familiale comme incubateur du bonheur. Je pense que le père et la mère sont les personnages essentiels dans la vie d'un enfant. Ce sont eux qui doivent lui apporter la sécurité affective nécessaire pour qu'il devienne un adulte productif. C'est en fait là l'essentiel de ce roman. Que les gens se repensent, que les gens repensent leurs responsabilités. Les enfants ne sont pas des boîtes de conserve que l'on fait qui se ressemblent. Chacun vit au monde avec des particularités. Et la responsabilité d'un parent, c'est justement le pouvoir. Bien évidemment, ce que devenu adulte, je comprends bien que les parents aussi viennent de quelque part. Ils ont leurs propres blessures. Et parfois, ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Mais après, maintenant, le livre, en fait, le message, c'est se mettre en face d'un miroir. Voilà, prendre conscience, se mettre en face d'un miroir et essayer de donner le meilleur de soi-même pour que les enfants deviennent des adultes productifs. Voilà. Et ça, je crois que ça passe aussi beaucoup par la communication. Par la communication, c'est essentiel. La communication. Donc, éviter de trimballer des traumatismes familiaux, transgénérationnels, c'est ça. Donc, éviter, il faut communiquer. Il faut communiquer et également dire que finalement, quel que soit ce par quoi on passe dans la vie, nous sommes responsables de notre propre bonheur. À la fin de la journée, la décision nous appartient. Quelles que soient les choses que l'on a vécues. Parce que comme je disais, les parents aussi, ils viennent de quelque part, ils ne sont pas toujours... Il n'y a pas une école pour être parent. Donc la responsabilité au final nous revient. Et je crois que les gens devraient se battre beaucoup plus pour leur propre bonheur. Prendre des décisions comme on dit, les décisions égoïstes finalement. C'est ça, pour leur propre... voilà. Comme vous dites, pour leur propre bonheur. Voilà, on arrive au terme, ça passe vite finalement. Alors, Monsieur Afen, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez un nouveau livre Oui, là, au mois de janvier, alors, à côté des romans de société que j'écris, j'ai écrit une série policière qui s'appelle Homicide 241. J'ai déjà donc publié 5 tomes. Et là, au mois de janvier, je m'apprête à publier le tome 6. Donc, Homicide 241. Donc, M. Afen va publier donc, le 6e tome au mois de janvier. Au mois de janvier, oui. Sorti, 6e tome. Homicide 241 met en scène le capitaine de police Mandy Rose Nguema, c'est une femme, qui est assez atypique parce que je voulais un peu venir briser l'idée qu'on se fait de la femme qui embrasse des métiers à prédominance masculine. On a souvent tendance à les voir comme des personnes propulsées, qui ne sont pas féminines. Alors elle, c'est vraiment, elle est très professionnelle, mais c'est aussi une très jolie femme. Et je voulais également un personnage qui puisse
dans lesquels les femmes modernes vont pouvoir se retrouver. reconnaître. Voilà. Ok, ouais, mais super, super. Faudra qu'on le lise, on ne l'a pas lu encore, une série policière. Voilà, mesdames, messieurs, nous espérons donc que vous avez apprécié cet échange avec Monsieur Afen. Nous, on a vraiment apprécié. Son livre « Une étrange saison sèche », lisez-le, je vous assure, vous ne serez pas déçus du tout. Pas du tout déçus. Il y a plusieurs thèmes, l'amour, le deuil, la mort, quoi encore, relations, parents, enfants, le rôle des femmes, voilà, dans la société gabonaise, des filles mères. Il y a tellement de thèmes qui nous font réfléchir et puis qui nous informent aussi. Et le style, je ne vous dis pas, le style époustouflant, époustouflant, vraiment à découvrir. Nous n'avons vraiment pas encore lu vos séries policières, mais je sens que voilà, on retrouve le style dans les séries policières. Alors là, dans ce livre, Une étrange saison sèche, il y a tellement de rebondissements dans le livre, jusqu'à la fin, intéressant. Ça, en 2 nuits, vous l'avez terminé. Si vous ne travaillez pas en une journée, vous finissez le livre parce que vous ne voulez pas le lâcher. Il est tellement captivant, époustouflant. Voilà. Donc, vraiment un grand merci, Monsieur Afen. Un grand merci. Vraiment un plaisir. Et les tulipes, wow, super. Vous saurez d'ailleurs, comme il disait les passages, vous saurez pourquoi il y a plein de tulipes sur la couverture. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et donc, on se dit à très bientôt. Au revoir, Monsieur Afen. Au revoir. Au revoir. Merci.